Bonsoir à tous et merci de rejoindre un Monde des Arts plus que jamais ouvert, ainsi que la plupart des musées d'ailleurs. L'heure est au déconfinement, vous l'avez sans doute vu. Difficile de l'ignorer d'ailleurs, les musées ont été les premiers acteurs culturels à pouvoir déconfiner. C'était le 18 mai dernier avec un petit coup de pouce royal, comme vous le voyez sur ces images. On voit le roi et la reine face aux collections permanentes des musées royaux des Beaux-Arts. Ils sont accompagnés par David Claraval, le ministre en charge des musées fédéraux, et puis Michel Draguet, le directeur de ce musée. Alors on le voit, ils sont masqués, on les reconnaît tout de même, et ils doivent suivre des flèches comme tout le monde, parce que oui, la plupart des musées et galeries sont rouverts, mais sous certaines conditions et parfois assez strictes. Est-ce que cela suffira à combler les pertes? Est-ce que cela suffira à faire revenir le public? On va en parler bien sûr ce soir avec nos invités. Tout d'abord, Alexandra Deporter. Bonsoir Alexandra, merci d'être là. Vous êtes directrice des musées royaux d'art et d'histoire, du MIM, du musée de la Porte de Halle également, j'en oublie. Il y a le pavillon des passions humaines. Des passions humaines et le pavillon chinois. Et la tour japonaise. Et le musée d'art japonais. Voilà, merci d'être là. En face de vous, Claire Leblanc. Bonsoir. Bonsoir Claire, vous êtes directrice du musée d'Ixelles et vous êtes aussi présidente de la, on dit quoi, la fédération On dit le Conseil bruxellois des musées, qui est une fédération des musées bruxellois. Fédération des musées. Une centaine de musées sous une même coupole, une association. D'accord. À vos côtés, Louma Salamé. Bonsoir Louma, merci d'être là. Vous êtes la directrice de la fondation Bogossian. C'est un musée, c'est une galerie, on est un petit peu entre les deux. C'est un musée en fait. C'est la Villa en Pin, donc un lieu historique, magnifique iconique, endroit, incontournable. Voilà, car ouvert. Une aussi. fondation privée. Voilà, et puis en face de vous, l'artiste du jour, Lionel Jadot. Bonsoir Lionel, merci d'être là. Vous êtes plasticien, designer, vous avez, j'allais dire, décoré, c'est ça, imaginé même plusieurs établissements connus, et vous exposez pour la première fois dans une galerie à Anvers, c'est bien ça? C'est ça, Everyday Gallery. Donc, déconfinement aussi. Exactement. On va en parler. Alors avant de parler justement du déconfinement, je ne peux pas passer la question dont tout le monde parle en ce moment, évidemment, à savoir les statues de Léopold II, comme celle que vous voyez sur cette photo, celle qui est à la place du trône. Qu'est-ce qu'on en fait de ces statues? Est-ce que leur place, et là je me tourne vers vous Alexandra, est-ce que leur place finalement n'est pas dans les musées justement? Parce que dans les musées, comme au musée d'art et d'histoire, on peut contextualiser. Est-ce que ce ne serait pas mieux là? On en a déjà un. Oui, le plâtre. Il y a l'original en plâtre de l'artiste Vinsotte qui se trouve chez nous et sur base duquel l'exemplaire en bronze a été fait et qui se trouve près de la porte de Namur maintenant. Pour nous, c'est une œuvre d'art en première place et c'est une pièce importante aussi, vu que c'est Léopold II qui a donné l'ordre de construire les musées, le parc du cinquantenaire, etc. Donc, quelque part, il y a un lien, évidemment, il y a une logique entre le personnage et l'architecture du bâtiment. Mais est-ce que vous comprenez la volonté de certains de déboulonner cette statue, comme on le dit? Je comprends bien sûr qu'il y a eu des tas de cruautés qui font partie de la vie de Léopold II. Mais évidemment, quand on commence à vouloir réécrire l'histoire en enlevant toute trace de cette histoire, en les mettant dans des musées, je ne sais pas si c'est la bonne solution de vouloir cacher tout. Tout d'abord... Pourquoi? Ça veut dire que dans un musée, on cache? J'ai appris que, par exemple, beaucoup de statues sont en effet cachées au musée de Tervuren, par exemple, dans les caves. Si vous voulez les voir, vous pouvez, mais il n'y a pas tout le monde non plus qui vient voir un musée. Même maintenant, il y a encore toute une partie du public qui n'a jamais mis un pied dans les musées. Donc... Oui. Sauf que dans les musées, Claire Leblanc, on peut expliquer justement. C'est peut-être ça qui manque. C'est un vaste sujet, mais ça pose énormément de sous-questions, le débat actuel, parce que ça pose la question de où la mémoire doit-elle vivre? Est-ce que ça doit être mis comme nos albums photos, mis dans un album qui est l'album musée? Est-ce qu'on ne peut pas faire vivre la mémoire aussi de manière distillée dans la ville, dans la vie tout à chacun? Ça pose donc la question de la mémoire, ça pose la question du statut du musée. Est-ce qu'il ne sert qu'à ça? Est-ce qu'il n'est pas le lieu du débat aussi? Je pense que c'est... Il n'est pas suffisamment le lieu du débat, selon vous? Il pourrait l'être plus en de nombreux cas. Aujourd'hui, on a quand même une vague énorme de musées entertainment, le loisir et plaisir, ce qui est une réalité importante.
mais le lieu musée comme Agora, comme lieu de c'est encore un peu réflexion. trop figé. À la Fondation Bourgoin, par exemple, il y a une exposition qui s'appelle Mapamundi, on va en parler. Là, ça met en perspective les différentes visions du monde que les artistes ont pu avoir. Oui, et peut-être pour revenir sur cette problématique, moi, je pense que le musée est quand même un outil de diplomatie, c'est un outil politique fondamentalement. Moi, je l'utilise comme un instrument, et cette villa en pin, notre mission, l'unique mission, c'est le rapprochement entre les cultures, l'Orient et l'Occident. Et donc finalement, ce travail, nous, on le fait au quotidien, c'est un travail de réunir des artistes turcs et arméniens autour d'un concert. Ouais. Donc de réécrire, de repenser finalement le nord et le sud et l'est et l'ouest. Et Lionel Jadot, vous m'avez dit, parce que vous êtes spécialiste aussi de la refonte, etc. Pourquoi ne pas fondre cette statue? Oui, à partir du moment où les mentalités évoluent, les cultures changent, pourquoi pas effectivement réécrire l'histoire différemment et que c'est de la matière qu'on peut réutiliser. Vu que l'original existe, c'est la vraie pièce originale qui existe en plâtre, les bronzes peuvent être fondus pour faire d'autres choses, donner la chance à d'autres artistes. Je vois Claire qui fait des grimaces. C'est sûr que non, mais c'est dur par rapport à des rôles d'historien de l'art. Oui. Voilà, c'est peut-être la situation extrême d'arriver à ça, mais fondre, ça vous fait mal. Oui, non, je comprends vraiment la logique sous-jacente à ce débat, mais l'objet mémoire a quand même un sens, et de fondre un objet du passé, enfin de mémoire, ça a aussi un sens très fort. Oui, il y a un côté iconoclaste aussi, mais ça dépend quel type d'objet, à quel passé il s'accroche. Parce que voilà, il y a des choses qu'on peut... Tout en sachant que le passé peut nourrir aussi la vision du présent. C'est un grand débat. Moi, je suis plutôt dans l'idée de changer. Mais... Oui, très rapidement. Oui, c'est presque un hasard que l'original en plâtre existe encore, parce que qu'est-ce que vous faites avec les œuvres où il n'y a plus d'original. Donc voilà. Et alors on parle de statues, mais il y a aussi les tableaux. La représentation de Léopold II se trouve sur d'autres supports également. Voilà. Alors, on ne peut pas encore aller voir le plâtre de Léopold II puisque le musée est fermé chez vous, on va en parler. La plupart ont rouvert quand même. La plupart des musées bruxellois et belges ont rouvert. Ça a été dur, hein, les pertes. Est-ce qu'on a pu chiffrer les pertes en chiffres, je crois que ça reste des données encore à travailler. Après, ça a été aussi dur que la fermeture a été brutale, que la réouverture a été quasi brutale et dans des conditions extrêmes. Pourquoi brutale? Ça s'est fait trop vite? On a dit, voilà, vous pouvez réouvrir. Non, elle était attendue, mais non, dans le sens où il y a toutes des conditions radicalement différentes par rapport à l'expérience de visite qui était avant fluide. Là, il y a vraiment des mesures légitimes sanitaires et qui contraint l'expérience de visite. Et donc, fléchage, le lavage des mains, réserver les tickets. Ça, c'est une vraie contrainte, Louma Salamé? Alors, nous, on a ouvert il y a 20 jours avec une joie infinie, une joie pour l'équipe, mais évidemment et avant tout une joie pour nos visiteurs, c'est-à-dire qu'ils ne cessent de nous complimenter de l'expérience. Ils sont là, ils viennent? Ils sont là, ils sont très nombreux, on est complet tous les week-ends. Ils viennent de Bruxelles alors, parce que les frontières sont fermées. Ils viennent de Bruxelles, ils viennent avec leur vélo, on a rajouté des éléments pour qu'il y a trop de vélos maintenant, donc c'est l'invasion, mais on a été très heureux, et nos visiteurs également, de revenir. L'exposition en cours est une exposition sur le voyage mental, donc c'est vraiment l'évasion garantie. On va voir quelques images d'ailleurs. Et je crois qu'ils sont venus aussi pour cette raison. C'est une exposition qui est un tour du monde, et comme actuellement nos horizons sont fermés, on ne peut pas voyager. Vous pouvez venir voyager à la Villa en Pin. C'est une façon de respirer, quoi. C'est vraiment, et puis c'est un lieu exceptionnel. Vous avez la piscine, on a rajouté des chaises, donc c'est vrai qu'il y a des contraintes, le masque, le parcours, le fléchage, mais les gens sont au rendez-vous. À 11h, les gens sont devant la porte, et on est très heureux de les accueillir. Ouais, alors tout le monde a rouvert, sauf au musée d'art et d'histoire. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas encore ouvert parce qu'il y a eu des éléments qui nous ont empêchés de réouvrir tout de suite. Tout d'abord, il y avait l'exposition Crossroads. Oui, l'exposition pas permanente, mais qui était juste avant. Oui, qu'on a dû fermer donc, de manière brutale aussi. Et là, on avait beaucoup de pièces qui venaient de l'étranger, des œuvres d'art que d'autres musées nous avaient prêtées. Or, d'après les conventions, ce sont les courriers étrangers qui viennent emballer les pièces, etc. Donc, on ne pouvait pas les toucher. Donc, on ne pouvait pas vider les vitrines et donc, on ne pouvait pas démanteler l'exposition non plus. Or, au milieu de l'exposition, il y avait un grand bateau viking
qu'on ne pouvait pas enlever tant qu'il n'y avait pas que les vitrines ne soient pas parties. Et donc on a dû attendre un peu tout ça. Finalement, en convainquant les prêteurs étrangers, il y en a qui ont dit d'accord, vous pouvez quand même les toucher. Puis d'autres ont demandé qu'on fasse ça par Skype. Pas évident, hein, filmer comment on enlève un objet d'une vitrine. Et puis d'autres encore avec une attestation du ministre. On n'imagine pas en fait toute donc, voilà, et le bateau est parti hier. Il est parti votre bateau hier du musée. Et alors, donc tout ça se trouve au milieu parce que pour enlever toutes ces pièces, il fallait passer dans l'entrée principale. Oui, on voit très bien, on dans le grand hall. Oui, les visiteurs dans les chantiers. Alors, un autre chantier, c'était l'enlèvement du restaurant qui se trouve au musée. Et donc, tout ça a pris du retard. En même temps, c'est pas un peu frustrant, votre voisin de l'Auto-World ouvre à la bonne date et vous, juste à côté, pas? Ben non, finalement pas. Je me dis que donc le Auto-World a ouvert le 18, le musée de l'armée le 19 juste mai. Après. Et on se dit, quand les gens ne veulent plus voir de voitures, ils viendront chez nous. Mais on est tellement différents que... Oui, c'est pas comparable, mais je veux dire, c'est un ensemble quand même. Oui, mais bon, voilà. En plus, ça prend tellement de temps pour préparer tout ça. Il y a plus de 100 salles à parcourir. Donc... On ne se rend pas compte, en préparant cette émission, Claire Leblanc, vous m'avez parlé des métiers annexes aussi. Oui. Et chez vous aussi, Louma Salamé, donc les guides, les restaurateurs, les encadreurs. Enfin, il y a toute une communauté de métiers autour de nos vies d'artistes, de musées. Enfin, voilà. Et ils sont évidemment tout aussi impactés de manière tout aussi radicale. Et voilà, il faut réapprivoiser tout ce rythme commun avec des nouvelles conditions. Rien n'est simple pour repartir comme avant. Non, c'est pas Lionel Jadot, donc vous allez exposer, ça va commencer, je crois, en Versailles. Le 20 juin. Le 20 juin, ça. Où vous êtes après le déconfinement. Vous avez peur? Vous êtes dit, oulala, on n'y arrivera pas? Au début, la première date était le 13 juin, donc on a tapé pas très très loin finalement, donc ça m'a laissé un peu plus de jours. C'est comme au combat naval, c'est ça, voilà, quand on lance un truc. Là. C'était... Ouais. Voilà. Ça a été compliqué aussi pour... Donc on voit, il y a quelques photos, là, c'est des trônes, hein, ça s'appelle Game of Thrones d'ailleurs. Non, ça fait... c'est un jeu de Throne. Ah d'accord, ok, pardon. Je faisais pas d'humour, je pensais que c'était vraiment ça. Ça a été compliqué à acheminer quand même, ces chairs. Elles sont déjà là-bas? Elles sont quasi toutes là-bas, donc il y a encore des choses qui doivent se terminer. C'était plutôt au niveau de l'approvisionnement pour les matières premières. Ouais. Et donc, comme c'était la majorité a été produite pendant la période, un peu avant et pendant la période de confinement, donc il y avait des choses qui étaient un peu complexes parce que tous les fournisseurs n'étaient pas ouverts. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, tout a pu être produit dans les temps et ça s'est bien passé. Les frontières sont fermées, elles vont rouvrir d'ici quelques jours, on l'espère, on touche du bois, il y a du bois là autour. Ça va être un manque à gagner quand même, Louma Salamé, parce que les touristes, ce sont des gens qui viennent visiter. Dans le cas de la Fondation Bogossian, effectivement, les recettes viennent principalement des visiteurs, donc de la fréquentation, et on a l'habitude de pouvoir recevoir... oui, et c'est une initiative privée d'une famille d'origine arménienne qui a souhaité vraiment restaurer cette villa en pin. Ça a pris 4 années et maintenant ça fait 10 ans. On est une toute jeune institution et pourtant on a une voix qui porte beaucoup, en tous les cas à Bruxelles et en Belgique. Et donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de recevoir jusqu'à 1000 visiteurs par jour. Aujourd'hui, la jauge est réduite à 250 visiteurs. Pour les visiteurs, c'est formidable. C'est-à-dire que le Bruxellois qui vient, finalement, il est tranquille. Cool. On a bien le temps. Il n'y a pas de bruit, etc. C'est très agréable. Il peut en plus se promener après dans les jardins autour de la piscine. Mais pour nous, ça a réduit, évidemment, en conséquence... Ça a été dur, vous avez chiffré vos pertes Alors, c'est simplement tout s'est arrêté, le temps s'est suspendu. Et ce qu'on a fait, on a continué tous à travailler. Moi, je travaille sur les expos qui viennent dans 18 mois, dans 2 ans et demi, etc. Peut-être que vous êtes une petite équipe aussi. Toute petite équipe. Néanmoins, si vous voulez, on a tous continué à travailler, hormis les agents d'accueil de la boutique. Tout le monde a travaillé. La responsable des expositions a prolongé l'exposition du temps dont elle avait été retirée. La responsable de la communication a continué à communiquer à travers des newsletters, les réseaux sociaux,
à nos visiteurs pour révéler l'exposition. Donc, il y avait eu une presse exceptionnelle. Donc, tout le monde, il y avait une grande appétence et on a continué tous à faire notre travail. Donc, Est-ce que les gens reviennent au musée? Les chiffres sont encore très frileux. Hein. Par exemple, oui. au musée des Beaux-Arts, le 24 mai, on a compté entre 10 et 231 visiteurs. Pour vous donner une idée, la moyenne par jour, c'est 3000 visiteurs. Donc on sent quand même que les gens peuvent... Ou alors ils se sont habitués au virtuel, peut-être? Il y a un peu des deux, mais je pense que quand même le fait que ce soit encore frileux est aussi dans un contexte où on est encore entre deux mondes, entre deux réalités. On n'a pas non plus retrouvé tout le rythme d'avant et à voir quand ça reviendra, si ça revient complètement. Le virus est encore là. Donc je pense que c'est normal que ce soit calme. Il y a des choses appréciables dans ce calme, effectivement. Et puis il y a la problématique, comme Loma vient de le dire, du touriste qui manque. Je vois par exemple le Conseil bruxellois des musées qui émet une carte de visite des musées. Elle n'existe plus, donc c'est un manque à gagner. Des structures comme celle-ci sont en danger par ce genre de situation de rupture. Ça veut dire que quand les frontières vont rouvrir... Il va falloir booster le tourisme, l'envie de revenir à Bruxelles, l'envie de revenir dans les musées, l'envie de consommer la culture en présentiel. Oui, et le digital n'a pas aidé forcément le processus du plaisir de l'œuvre en visu. Lionel Jadot parlait, et c'est vrai, du phénomène de la cabane, du fait que la cage s'ouvre, mais l'oiseau il reste un petit peu au bord. On sent ça un peu? Alors, on sent ça, c'est vrai que moi je suis resté pas mal enfermé dans mon atelier et j'ai bossé pas mal là-dedans. Donc, vous êtes un vrai confiné, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Voilà, et c'est clair que ça m'a permis de vraiment me recentrer sur l'exposition à 100%, et c'était vraiment bien. Surtout que c'est une expo qui est basée un peu sur l'écriture automatique, donc j'avais besoin de temps pour me laisser aller à composer les choses. Et c'est vrai que quand on dit voilà, on peut se balader, j'ai mis un peu de temps avant de ressortir, de vraiment faire des choses, quoi. Donc, la cabane. Oui, au risque d'être l'exception à la règle, je dois dire que nous, on a des nocturnes, on a des mercredis gratuits, on a une summer party et on a aussi des stages pour enfants. Nos stages pour les enfants néerlandais et français sont déjà complets cet été. Les week-ends sont déjà complets puisqu'on a accès. Donc, je dois dire que dans le cadre de la Fondation Borussian, les visiteurs sont revenus en courant à vélo. Mais ça illustre un phénomène des petits et moyens musées qui ont été les premiers à rouvrir, on l'a vu en France aussi, avant les grands musées, et qui permettent d'avoir une approche plus slow, plus lente, et qui répond aussi à l'ère du temps, donc c'est normal. La taille des musées dont vous avez la direction, ça peut être un handicap aussi quelque part? Oui, c'est beaucoup plus lent et les procédures sont beaucoup plus longues et il y en a beaucoup plus aussi que pour les petits musées. Et avec petits, je ne veux pas être dénigrante, évidemment. Non, mais c'est une question d'échelle. Parce qu'on peut se dire, finalement, c'est plus facile de faire des parcours, etc., dans les grands musées que dans les petits. Oui, mais les parcours, donc le musée est tellement grand, il faut un parcours fixe. Les visiteurs ne peuvent pas revenir sur leurs pas, ils ne peuvent pas se croiser. Rien qu'en investissement, on a dû acheter des kilomètres de rubans, des centaines de petits poteaux pour baliser la route. Il y a combien de salles au musée? Il y en a plus de 100, en tout cas. Plus de 100 salles? Plus de 100 salles au cinquantenaire déjà. Et... on a énormément de pertes. C'est calculé à un peu plus de 50 000 euros par semaine. Donc, fin mai, on a fait les calculs à 607 000 euros de pertes. Et alors, on a dû rembourser aussi beaucoup de tickets, des gens qui avaient réservé des tickets pour Crossroads, par exemple. Et qui ne pouvaient plus venir, ou qui, pour les expos, pour les salles permanentes. Et là, ils avaient le choix, soit être remboursé, soit venir plus tard. Et là, on a remboursé pour 36 000 euros rien qu'en ticket d'entrée. Alors, vous êtes des musées fédéraux, tout comme les musées des Beaux-Arts et d'autres. Musée d'Afrique centrale, et Institut des sciences naturelles. Voilà. Et au mois de septembre aussi la KBR. Oui, ça veut dire donc que votre tutelle, c'est le fédéral. Et comment ça se passe avec eux? Parce que c'est aussi le Conseil national de sécurité qui dit à un moment donné, ça y est, les musées sont rouverts. Il ne suffit pas de le dire. Est-ce qu'ils vous accompagnent? On estime à ce moment-là qu'on est autonome et qu'on doit décider nous-mêmes. Donc c'est pas toujours évident.
Une fois c'est l'un, par exemple, vous avez dû mettre des gens au chômage technique, etc. Comment ça s'est passé? Ça ne s'appelait pas le chômage technique. Tout le monde faisait du télétravail. Mais il y a évidemment toute une série de métiers, les gens qui ne peuvent pas faire du télétravail, qui sont donc restés confinés sans pouvoir faire quelque chose pour le musée. Le gardiennage, les restaurateurs, les gens de l'équipe de nettoyage, etc. Mais là, est-ce que le gouvernement vous donne une petite enveloppe? Vous êtes comment ça se passe? Enfin, augmente l'enveloppe? Non, augmenter, sûrement pas. Ce qu'il y a, évidemment... Le cri du cœur, là. Augmenter, vous n'y pensez pas. Non. Là, on a l'avantage d'être fonctionnaire, c'est que tout le monde a été payé. Oui. Les gens ont été continués à payer. Donc, ça, c'est quand même très différent par rapport au monde des galeries et tout ça. Au monde privé. Il y a une chose, j'imagine, à la galerie à Anvers, Everyday. Oui, je crois qu'ils sont contents de redémarrer aussi. Ils ont eu un premier show qui s'est passé un peu en mode virtuel parce que c'est arrivé en plein confinement, mais les dates étaient là. Et alors, c'est curieux parce que les œuvres sont arrivées par transport, mais les artistes n'ont pas pu venir pour installer. Donc, ils ont fait l'installation à distance avec aussi téléphone, etc. Et le jour du vernissage, il n'y avait personne, donc ils ont fait des films qu'ils ont envoyés numériquement. Donc c'est assez curieux. Donc pour les artistes qui exposent à ce moment-là, c'est un peu frustrant forcément. Donc, Un mot sur le musée d'Ixelles. Là, c'était le confinement du confinement, si je puis dire. Nous, il était fermé. Une expérience totale. On était avant le confinement, on le prolonge après. On aime faire pas trop long, ça n'est pas trop long. Quand même, on 2023. est bien courant 23, on devrait. Ceci dit, les travaux n'ont pas été postposés. Il y a eu des petites phases un peu plus compliquées parce que des prestataires n'arrivaient pas jusque chez nous ou des matériaux, mais ça n'a pas entravé la temporalité du chantier. Il faut dire aussi que c'est un musée communal. C'est un musée communal. Donc vous êtes des fonctionnaires. Voilà, communaux. comme au fédéral, on donc est c'est un peu comme donc, oui, je veux dire, nous, c'est confortable entre guillemets. Voilà, on n'a pas eu cette problématique de se retrouver dans des situations de chômage radical. Enfin voilà, donc ça c'est un luxe qui doit être apprécié quand on a un statut de fonctionnaire dans un contexte comme celui-ci. Je veux dire, on en mesure vraiment pleinement la chance. Ouais. Et comment on garde la fidélité des gens? Parce qu'il y a les amis du musée d'Ixelles, etc. Je pense que justement là où on a cette expérience, nous vivions une fermeture extrême, donc on a déjà préparé depuis 2 ans notre fermeture et même encore avant on l'a préparée. Mais justement, avec des œuvres chez les voisins. Voilà, on a plein d'opérations hors les murs. On a encore une expo qui ouvre ce samedi au Félixart à Drogenbos. Donc on touche nos publics en présentiel avec des expos hors les murs, avec des opérations vers les voisins, etc. Ouais, donc, sauf qu'elle est reportée. Il y avait une exposition en juin. Oui, elle est reportée à décembre, mais on a une expo qui... Voilà, ça oui, effectivement, on doit ajuster, comme nous tous, on a des ajustements, mais globalement, on arrive encore à toucher nos publics. Mais on en parlait à l'instant, après notre vie de fermeture, depuis 2 ans, c'est une vie sur les réseaux sociaux aussi, dans la communication, dans la promotion, dans l'image. Et cette phase intense de fermeture a amené beaucoup de choses très très riches. Certains ont été très très inventifs. Et pour nous, c'est un moment super qu'on va pouvoir prolonger dans l'expérience. Ça vous a changé? On peut dire, comme on dit tout le temps, il y a le monde d'avant, le monde d'après. Il y a un monde d'après. Ça vous a changé, Alexandra? Oui, quand même. Le contact avec le personnel et le fait que le musée, on a essayé d'avancer dans des travaux au musée même. Mais évidemment, pour les travaux, on dépend beaucoup de la régie des bâtiments. Oui. Donc là, c'est un peu... La toiture, tout ça. Mais les travaux de toiture ont continué. Okay. Mais est-ce que vous, dans votre fonction, vous voyez les choses un petit peu différemment aujourd'hui? Je vois quand même le besoin de devoir changer certaines choses dans le fonctionnement du musée et dans la façon dont certains services fonctionnent. On va devoir s'adapter, on va devoir modifier des choses dans le futur. Concrètement, pour qu'on comprenne bien. Par exemple, la vente en ligne des tickets, je crois qu'il faudra pousser ça vraiment aussi dans le futur. Pour l'instant, il y avait encore des tickets en vente au comptoir, etc. Mais on va devoir... Peut-être que les gens aussi vont changer, seront habitués à prendre leur ticket réservé à l'avance. Je ne sais pas, Louma, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je conforte ce que dit Alexandra. Nous aussi, les visiteurs de la Villa en Pin venaient toujours les mains dans les poches et on n'avait jamais de vente en ligne. Et aujourd'hui, c'est la grande majorité s'organise. Moi-même, en tant que consommatrice culturelle, je m'organise. C'est la même chose. On dit, bon, de 3 à 4, on ira là. Cet après-midi, on va faire tous les musées de Bruges et on réserve. Ouais. Le télétravail aussi, il va continuer. Ça existait déjà avant. Mais qui fait du télétravail dans un musée pour qu'on comprenne bien? Mais les conservateurs, par exemple, les personnes qui font des articles, qui font des études.
C'est surtout les scientifiques qui peuvent travailler à la maison. Il y en a pour qui ça ne va vraiment pas. Je pense aux personnes de l'équipe des gardiens, par exemple. Mais pour d'autres, ça va très très bien, en fait. On va devoir conclure parce qu'on va devoir aller au musée bientôt. Vous allez sortir de votre cage, c'est bon, Lionel? Oui, je suis sorti, je suis venu. Donc, oui, là vous êtes là, c'est vrai, je confirme. Ça va aller mieux quand même, non? Mais clairement que ça va aller mieux, non, tout à fait. Donc, on peut dire l'adresse de la galerie à Anvers? C'est rue Jean Smolders, donc c'est dans le nouveau quartier qui s'est construit. Donc c'est à côté de la galerie de Tim Van Laar, donc c'est près de l'ESCO. Donc, le numéro, je crois que c'est 23, mais je suis pas sûr. On ira voir sur Internet. Voilà. On attendra aussi la réouverture du musée d'Ixelles, mais il y a plein d'autres musées qui vous attendent à Bruxelles. Oui, très rapidement. Oui, je voudrais quand même dire un mot sur le MIM, le musée des instruments de musique, qui va rester fermé normalement jusqu'au début novembre parce qu'on va profiter pour faire toute une série de travaux. Et pour la Porte d'Halle, on est en train de voir si on pourra ouvrir ou pas. Donc ça dépendra aussi. En tout cas, au cinquantenaire, ça s'ouvre fin juin. Vous serez prête? Le 30 juin. 30 juin, vous serez prête. Ouais. Et c'est ouvert aussi à Mappa Mundi, c'est juste oui, très rapidement. Et prochaine exposition donc sur la lumière. Donc après tout cet épisode de ténèbres, les ombres et les ténèbres, la Villa en Pin propose à l'automne une exposition qui s'intitule The Lighthouse, uniquement sur cette lumière au bout du tunnel. Tout un symbole. J'espère que vous viendrez nombreux. Bien sûr, tout un symbole. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci. On se retrouve jeudi prochain avec un autre thème et un autre monde des arts. Bonsoir. Merci.